Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner de Kavi qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure et notamment les sujets à l'ordre du jour. Vous nous écoutez sur la 89.5, 89.5 en bande FM. Merci de nous regarder à la télé, c'est sur Kavi TV canal 410 si vous êtes sur le bouquet Canal+, canal 113 si vous êtes sur le bouquet Star Times. Merci de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Vous êtes sur Meta, vous êtes forcément sur Kavi TV, vous êtes avec notre application Kavi Média disponible sur Play Store. Merci de votre fidélité sur notre site d'information siaminfo.com en région, Beta FM relais en direct cette émission du côté de la baie. Au menu de ce matin, le peuple de Guinée a rendez-vous avec son histoire le 21 septembre prochain à l'occasion du référendum sur la nouvelle constitution. Un moment décisif, certes, mais encore faut-il comprendre le contenu de cette loi fondamentale avant de se prononcer. C'est pourquoi nous poursuivons ce matin encore notre lecture approfondie et pédagogique des différents articles du texte qui sera soumis au vote. Qu'est-ce qui lui différencie de l'avant-projet? Au programme aujourd'hui, les articles 181 à 190. Soyez très attentifs. Alors que la Guinée se prépare pour ses prochaines échéances électorales, elle bénéficie de l'expertise internationale. Une mission d'évaluation des besoins électoraux et de l'Union africaine séjourne actuellement à Conakry, composée d'experts électoraux, composée d'experts en gouvernance, j'y arrive, et en processus électoraux. Cette délégation est conduite par Calixte Aristide Mbari, responsable de la division démocratie et élection de l'Union africaine. Objectif, examiner de près les besoins du pays en vue d'un soutien technique et stratégique. La mission a été reçue par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général Ibrahima Khalil Condé. Mais de quoi ont-ils discuté? Décryptage à suivre dans cette émission. Le Scanner. Il y a quelques jours, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME annonçait la fermeture de 1724 unités, 24 unités industrielles jugées non conformes. Une décision choc, mais saluée par bon nombre de citoyens. Et depuis, les images diffusées par le ministère lors de ses descentes sur le terrain, le coin de voile est levé sur de nombreuses interrogations. Manque d'hygiène, équipement vétuste, absence de locaux adaptés. La menace pour la santé publique était trop grande pour rester sans réaction. Quelle a été la position des défenseurs des consommateurs face à ces fermetures? Nous poserons la question à notre invité, M. Mbani Sidibé. Il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, UDCG en abrégé. Nous irons en Gambie où le ton est monté d'un cran. Ce mercredi, plus d'un millier de personnes ont manifesté contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Une mobilisation inédite, il faut le rappeler, depuis l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow en 2016. À l'origine de la colère, un scandale autour de la vente des biens confisqués à l'ex-président Yahya Jammeh. Les manifestants dénoncent un système miné par les abus de pouvoir, les services publics défaillants et la dégradation du secteur de la santé, alors qu'un premier cas de Mpox vient d'être confirmé. Le message est clair, Never Again, plus jamais ça, scandaient les manifestants. Avec cette première alerte, le président Adama Barrow est-il en train de perdre la main? On en parle dans la dernière partie de cette émission, le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous le faites sur l'ensemble de nos plateformes. Merci d'être dans cette émission, Le Scanner, et de nous écouter partout à Conakry et à l'intérieur du pays. Ici avec moi pour ce numéro, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier exercice, il faut le rappeler. Le peuple de Guinée a rendez-vous avec son histoire, je l'ai tantôt dit, le 21 septembre prochain. À cette date se tiendra le référendum constitutionnel, un moment crucial, il faut le dire, pour l'avenir institutionnel de la République de Guinée. Mais encore faut-il comprendre les enjeux et surtout, article par article, ce qui est réellement proposé. Ce matin donc, Yaya Diallo, nous poursuivons notre lecture pédagogique et nous démarrons avec l'article 181 du projet de nouvelle constitution qui correspond à l'article 187 de l'avant-projet de nouvelle constitution, et nous sommes sur le deuxième titre de l'organisation territoriale. Article 187. L'organisation territoriale de la République de Guinée repose sur la déconcentration et la décentralisation. Le territoire de la République de Guinée est organisé en circonscriptions territoriales et en collectivités décentralisées. Les circonscriptions territoriales sont les régions, les préfectures et les sous-préfectures. Les collectivités décentralisées sont les provinces et les communes. Je pense que la seule partie qui a changé, c'est les provinces. Les provinces. On a juste dit que dans le dernier alinéa du projet de nouvelle constitution, que les collectivités décentralisées sont les régions et les communes. Maintenant, pour plus de compréhension, on va reprendre peut-être pour les auditeurs qui ne voient pas à la télé, l'article 181 qui correspond à l'article 187 de l'avant-projet de constitution. Oui. Et nous dit cela, l'organisation territoriale de la République repose sur la déconcentration et la décentralisation. Le territoire de la République est organisé en circonscription territoriale et en collectivité décentralisée. Les circonscriptions territoriales sont les régions, les préfectures et les sous-préfectures. Les collectivités décentralisées sont les régions et les communes. Oui, une correction qu'il faut saluer, puisque c'était quand même contradictoire au regard de notre architecture territoriale. Nous n'avons pas de province, donc je ne vois pas la région. Pour ceux qui ont quand même rédigé l'avant-projet de nouvelle constitution, de mettre les provinces là-bas. En Guinée, il n'y a pas de province. Il n'y a pas de province d'abord. Donc, les experts ont bien fait de carrément gommer les provinces en les remplaçant par les communes. Nous avons des régions et des communes et pas de province pour l'instant. Pour l'instant, il faut le dire. Rappel très important. On poursuit cette lecture minutieuse et on part à l'article 188 de l'avant-projet qui correspond à l'article 182 du projet de nouvelle constitution. Alors, l'article 188 de l'avant-projet de nouvelle constitution. La création des circonscriptions territoriales, leur attribution, leur organisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire. Là également, rien n'a changé, tout a été maintenu. Cette disposition de l'article 182 du projet de nouvelle constitution, article 187 de l'avant-projet de nouvelle constitution. On poursuit avec vous, Yaya Diallo. Alors, l'article 189 de l'avant-projet de nouvelle constitution. La création des collectivités décentralisées ainsi que leur organisation relève du domaine de la loi. C'est important parce que nous venons de rappeler tout à l'heure le contenu de l'article 188 qui, il faut le rappeler, fait allusion aux circonscriptions territoriales, notamment les préfectures, les régions et les sous-préfectures, dont le fonctionnement relève du domaine réglementaire. Or, la création des collectivités, donc c'est l'article 189 que nous sommes en train de lire, des collectivités décentralisées ainsi que leur organisation relèvent du domaine de la loi. Toute initiative de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de circonscriptions territoriales est soumise à l'avis préalable de la Commission nationale pour le développement, dont l'analyse repose notamment sur des critères de viabilité économique, d'homogénéité géographique, sociale et culturelle. Les collectivités décentralisées s'administrent librement par des conseils élus. Une loi organique organise la décentralisation notamment par la détermination du régime de transfert de compétences, des ressources et des moyens aux collectivités décentralisées
ainsi que de leur libre administration. Donc je pense que dans l'article 183 du projet de nouvelle constitution, 187 de l'avant-projet de nouvelle constitution, 189. 189, pardon, rien n'a changé, donc le maintien est fait. 189 avant-projet, 183 projet de nouvelle constitution, les dispositions ont été gardées et également l'esprit et la lettre, il faut le dire. On poursuit cette lecture, on va avec l'article 190 de l'avant-projet, 184 du projet de nouvelle constitution. Alors, l'article 190 de l'avant-projet de nouvelle constitution, les collectivités décentralisées ont pour mission d'œuvrer pour le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leurs territoires respectifs. De leur territoire, oui. De leurs territoires respectifs. Allez-y, oui. Les collectivités décentralisées bénéficient des compétences transférées et d'une autonomie de gestion. Elles bénéficient des ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions définies par une loi. Les collectivités décentralisées bénéficient d'une partie des ressources fiscales nationales pour faire face aux compétences transférées. Sur la base d'une péréquation définie par la loi. Tout transfert de compétences de l'État aux collectivités décentralisées doit être accompagné de l'attribution des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension des compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités décentralisées est accompagnée des ressources déterminées par la loi. Là, il y a quand même eu des changements, Yaya Diallo. C'est pourquoi je vais reprendre la lecture de cet article, article 184 du projet de nouvelle constitution, qui correspond à l'article 190 de l'avant-projet de nouvelle constitution, qui stipule, je cite, « Les collectivités décentralisées ont pour mission d'œuvrer pour le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leurs territoires respectifs. Les collectivités décentralisées bénéficient d'une part des ressources financières de l'État, c'est là où tout change. Justement. Les collectivités décentralisées bénéficient d'une part des ressources financières de l'État proportionnelles aux compétences qui leur sont transférées sur la base d'une péréquation définie par la loi. Tout transfert de compétences de l'État aux collectivités décentralisées doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Je répète cet alinéa. Tout transfert de compétences de l'État aux collectivités décentralisées doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Par la loi. Et je crois que c'est l'autre alinéa où il y a eu un jeu de mots. Oui. Sinon, l'article garde son esprit. Ouais, l'esprit est là. Peut-être que la lettre a un tout petit peu changé. Oui. Mais l'article est là. On poursuit donc avec l'article 185 de l'avant-projet du projet de nouvelle constitution, 191 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Alors, au niveau de l'avant-projet, nous avons le troisième titre consacré sur les forces de défense et de sécurité. Article 191. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission, premièrement, d'assurer la défense de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de la nation, de garantir le maintien et le rétablissement de l'ordre public dans les conditions définies par la loi, d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, de participer au développement socio-économique et culturel du pays ainsi qu'aux travaux d'intérêt public, de participer aux missions de paix et de stabilité sous-régionale, régionale et internationale, de contribuer à la formation et à l'éducation civique des jeunes dans les conditions définies par une loi. Rien n'a changé. Article 85, projet de nouvelle constitution. Article 191 de l'avant-projet. Rien n'a changé. Seulement un décalage avec la numérotation puisque 5 articles avaient sauté, il faut le rappeler. L'avant-projet prévoyait 250 articles, tandis que le projet de nouvelle constitution présente 191
189 articles. Donc 199. 199, pardon. De 205 à 199. Justement. Il y a eu 6 articles qui ont été, peut-être, je ne sais pas comment qualifier ça, mais 6 articles ont sauté. Ont sauté. Allez, bien. Peut-être on a fusionné ou on a dû peut-être tout simplement les raboter. Ouais, seul le collège d'experts pourra nous expliquer tout cela. On poursuit cette lecture minutieuse et on y va avec l'article 186 du projet de nouvelle constitution. 192 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Justement, article 192 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Les forces de défense et de sécurité sont républicaines et apolitiques. Elles disposent du droit de vote. Elles sont au service de la nation et soumises à l'autorité civile légalement établie. Elles exercent leur mission dans le respect des droits humains. Nul ne peut les détourner à ses propres fins. D'accord, ce qui est aussi déjà compris, je pense que rien n'a changé également de ce côté. On va dire que et la lettre et l'esprit sont là, ont été maintenus. Donc on parle des forces de défense et de sécurité, la grande muette, on préfère ne pas s'y aventurer. Article 187 du projet de nouvelle constitution, 193, je pense hier. 194. 14 maintenant de l'avant-projet de nouvelle constitution. Article 194 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices à titre privé ou entretenir des groupes armés ou des milices. Je ne sais pas si c'est toi qui as sauté dans l'avant-projet, mais je pense qu'on a sauté un article dans l'avant-projet. Si tu peux faire un retour sur 193. L'article 193. Alors, on revient sur l'article 193. On avait sauté 193. On l'avait rappelé justement. Alors, les forces de défense et de sécurité sont en toutes circonstances tenues de respecter, de protéger les institutions de la République et de s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution, aux lois et de tout acte de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État. Bien. Ça, c'est le contenu de l'article 193 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc, ce qui correspond à l'article 187 du projet de nouvelle constitution, où est la lettre et l'esprit sont restés, il faut le dire. Et la lettre et l'esprit sont restés. Pas grande différence. Bien. On parle là des forces de défense et de sécurité, la grande muette. Bien. On poursuit avec l'article 188 du projet de nouvelle constitution. Maintenant, l'article 194 de l'avant-projet. De nouvelle constitution. Alors, l'article 194 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires, ou des milices à titre privé ou entretenir des groupes armés ou des milices. Oui, là également, rien n'a changé. Oui. Et dans la lettre et dans l'esprit, article 188 du projet de nouvelle constitution, article 194 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Oui. On poursuit encore cette lecture et nous sommes avec les forces de défense et de sécurité. Justement, et nous sommes dans l'article 195 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Une loi fixe le statut, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité. Dans la lettre et dans l'esprit, cet article aussi a été gardé. Article suivant, le dernier de cette série pour ce matin. On parle de l'article 190 du projet de nouvelle constitution et 196 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Alors, nous sommes sur le 4e titre des traités, conventions et accords internationaux dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Article 196. Le président de la République négocie et ratifie les traités, conventions et accords internationaux. Les traités ci-après ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après l'adoption d'une loi d'autorisation. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'État, les traités qui modifient les dispositions des natures législatives, les traités portant sur l'état de personne, les traités ayant pour objet la cession, l'échange ou l'adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'après une consultation des populations par voie référendaire. Dans les conditions définies aux articles 140 et 141,
les traités, conventions et accords internationaux sont obligatoirement soumis au contrôle de conformité à la Constitution avant leur ratification. Là également, pas grand changement, puisque au lieu de conventions et accords, le collège d'experts a préféré conventions ou accords internationaux. Donc partout où il y a et, le collège d'experts a préféré ou au lieu de et, parce que deux fois il y a les accords, deux fois il y a des conventions. Donc les deux peuvent ne pas être là au même moment. Peut-être on peut comprendre. Après, ce sont eux. Une question de prudence. Ouais, ce sont eux qui sont des experts. De pédagogie. De pédagogie. Il faut le rappeler que nous sommes à l'article 190 du projet de nouvelle constitution. On s'arrête là pour cet exercice. Il nous reste encore 9 articles qui peut-être demain nous allons finir avec cette série, mais il faudrait bien aussi vous apprendre qu'après cette série de lectures comparatives, nous allons pourquoi pas revenir sur les grands changements pour ceux qui n'ont pas pu peut-être écouter cette lecture minutieuse, vous rappelez les grands changements, qu'est-ce qui a changé dans les deux, quelles sont les innovations de ce projet de nouvelle constitution. Il faut quand même que vous soyez là et surtout un rappel très important que ce n'est pas une campagne électorale, là c'est une campagne peut-être référendaire, mais pas électorale, parce que là on n'élit pas un président. On est en train de choisir, on est en train de définir l'avenir, notre avenir, l'avenir de la République de Guinée. Donc chacun, en tout cas pour sa part, doit essayer de mieux comprendre, de très bien comprendre ce projet de nouvelle constitution. Et à Diallo, il faut le dire, parce qu'il faut préparer l'esprit et des téléspectateurs et des auditeurs sur la suite de cette série. Justement, nous sommes donnés comme objectif de faire ce qu'on appelle cet exercice citoyen, un exercice libre, indépendant, pour le bonheur des citoyens. Et pour ceux qui voteront pour ce projet de nouvelle constitution et pour ceux qui ne voteront pas pour ce projet de nouvelle constitution, notre devoir c'est de mettre, disons, sur la place publique, disons, les changements qui ont eu lieu et cette analyse comparative que nous sommes en train de faire ici pour pouvoir soulever un certain nombre de choses et asseoir la conviction des uns et des autres pour mieux faire leur choix, puisqu'il s'agit de la constitution. C'est l'avenir de notre pays, c'est notre identité et donc comme tel, il faut que les uns et les autres puissent s'approprier le contenu de ce projet de nouvelle constitution afin de mieux s'exprimer pour le oui et pour le non. Pour le oui ou pour le non. Oui. Ou pour le non. Allez, ça c'est déjà compris. On va poursuivre cette émission. Alors que la Guinée prépare ses prochaines élections, la communauté internationale se mobilise déjà depuis quelques jours. Une mission d'évaluation électorale de l'Union africaine est à Conakry. Le but, évaluer les besoins techniques et stratégiques du pays pour mieux l'accompagner. Cette délégation conduite par Calixte Aristide Mbari, responsable de la division démocratie et élections de l'UA, a été reçue par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général Ibrahima Khalil Condé. Mais de quoi a-t-il été, de quoi ont-ils parlé ces deux hommes, Yaya Diallo? Bah oui, vous l'avez rappelé ici, une mission de l'Union africaine qui a été conduite par Galix Mbari, responsable de la division démocratie et élection de l'institution. Alors la délégation a été reçue par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et des échanges ont eu lieu sur le processus électoral en cours dans nos pays ici. Vous l'avez rappelé à travers le titre ici, une mission d'évaluation pour les besoins électoraux de l'Union africaine à Conakry ici, en tout cas pour examiner effectivement, évaluer les besoins électoraux auxquels la Guinée, disons, fait face. Alors, au dire de celui qui a conduit la délégation, en l'occurrence Galix Mbari, de qui nous allons voir comment trouver des réponses à vos différentes sollicitations, selon ces mots, pour accompagner dans vos efforts, disons, les efforts des autorités et du peuple guinéen pour faciliter ce processus en cours. Ça, ce sont les mots, disons, qu'on a pu, disons, soustraire en substance de celui qui a conduit la délégation. Alors, nous sommes tous d'accord que nous sommes dans une situation de préparation pour le scrutin référendaire qui doit être tenu le 21 septembre prochain. Alors jusque-là, nous n'avions pas eu quand même, excepté de quelques missions, disons, de quelques missions que la CEDEAO
a pu quand même dépêcher en Guinée ici, les femmes liées même à l'évaluation de la transition dans sa globalité. Il n'y en a pas eu des institutions régionales ou internationales qui se sont manifestées pour pouvoir accompagner la Guinée dans ce processus-là. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est l'intervention du ministre, disons, Condé. Alors, le ministre Condé rappelle que évaluer les besoins, selon lui, c'est pour nous apporter de l'aide, selon lui. Mais il rappelle que nous sommes déjà à une vitesse de croisière. Donc ça veut dire tout simplement que déjà le train est en cours et ils sont partis. Donc ils ne sont pas, disons, fermés à toute aide, il a dit, mais nous sommes déjà, disons, à une vitesse de croisière. Donc grâce à la volonté, il a rappelé, du président de la République. Alors, il rappelle que si on nous apporte de l'assistance, ce n'est pas de refus, car nous voulons aller vite. Et le président tient à ce que ces élections tiennent dans le courant de l'année 2025, a-t-il, disons, affirmé. Donc, voilà en substance les échanges, c'est un début, parce qu'on nous a rappelé qu'il y aura des échanges en profondeur qui auront lieu entre la mission de l'Union africaine, mais aussi les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Maintenant, entre les deux propos, je crois qu'il y a une nécessité, encore une fois, de soulever un certain nombre de choses. Nous avons l'Union africaine qui dit être là pour évaluer les besoins afin d'apporter quelques assistances disons, aux autorités guinéennes. Il y a le ministre qui dit oui, nous sommes d'accord de nous assister, mais nous sommes déjà partis. Alors, ils ne sont pas contre l'assistance, mais ça veut dire tout simplement que cette assistance soit là ou pas, la Guinée est déjà disposée, disons, d'aller avec ses propres moyens vers le référendum constitutionnel, éventuellement organiser les autres élections. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut soulever dans les propos, disons, de ces deux responsables, celui de l'Union africaine et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alors, puisque le séjour va s'étendre sur 3 jours, les experts de l'Union africaine échangeront avec les cadres du ministère de l'administration du territoire autour de différents, disons, axes d'intervention de l'organisation continentale dans une perspective de renforcement des capacités institutionnelles techniques nécessaires à la réussite des prochaines échéances électorales. Alors, c'est à se demander quelle sera la nature d'intervention de l'UA dans ce cas précis-là. Alors, est-ce une aide ou une assistance financière ou technique? D'autant plus que nous sommes tous d'accord qu'il y a effectivement un besoin de renforcer effectivement quelques manquements institutionnels. On en a toujours besoin, mais aussi de l'assistance technique. Alors, jusque-là, si on revient un peu sur l'année 2020, où nous avons organisé les élections présidentielles sous l'ère du professeur Alpha Condé, vous vous rappelez très bien qu'il y a eu beaucoup d'institutions qui se sont abstenues d'assister la Guinée. Il n'y a eu que la francophonie qui avait, disons, participé techniquement, dit-on, pour accompagner la Guinée dans ce processus électoral. Alors, en ce qui concerne l'Union africaine, parce que je suis de ceux qui pensent que c'est un réveil tardif, l'Union africaine qui jusque-là n'était pas trop présente sur la situation guinéenne, alors s'est réveillé sur le tard, est-ce qu'on peut le dire comme ça, pour dire, voilà, nous sommes venus pour voir où vous en êtes et éventuellement proposer nos services. Et ce qui est tout à fait normal puisque nous appartenons à cette Union africaine-là. Donc, c'est l'institution mère de notre continent. Alors, jusque-là, les besoins peut-être seront identifiés à l'occasion de ces échanges qui auront lieu entre cette mission de l'Union africaine et les cadres du département. À l'issue de ça, certainement, nous allons savoir effectivement le champ d'intervention très prochain de l'Union africaine qui concerne le processus électoral dans notre pays ici. Mais comme le ministre l'a déjà rappelé, nous sommes déjà partis. Maintenant, pour ce qui viendront
nous assister, on en aura besoin, on ne va pas refuser, mais toujours est-il que sans aide, puisque c'est ce qui sous-entend, sans aide, on peut bien aller vers ce référendum constitutionnel, éventuellement organiser les prochaines échéances électorales. Ouais, ce qu'il faudrait aussi rappeler dans la prise de parole de Aristide Mbari, il faut le rappeler, il a quand même souligné que, et je cite, « Mais avant cela, monsieur le ministre, je voudrais porter ce message de félicitations pour tout ce qui a été déjà fait à ce jour. La préparation de l'avant-projet du projet a été une étape importante qui permettra d'ici peu de mobiliser l'opinion nationale pour s'exprimer sur ce texte. Ce référendum ouvrira la voie aux prochaines étapes afin que la République de Guinée avance résolument sur la trajectoire qu'elle s'est fixée. Le renforcement de la démocratie et par conséquent celui de la paix, a-t-il souligné. Donc on voit déjà que même cette mission de l'Union africaine quand même salue cette démarche des autorités. On comprend bien cette réponse du ministre Ibrahim Khalil Condé et de l'administration du territoire et de la décentralisation, puisque à un certain moment on a demandé ici de l'argent 1000 milliards. Je me rappelle qu'il a quand même fait des tollés 5 000 milliards. 5 000 milliards, ouais. Merci de me rappeler. À l'époque, ouais. Pour organiser toutes les élections, toutes les échéances, ça a été quand même très très médiatisé. Ça a été une bataille de communication entre les autorités. Que d'autres qualifient comme étant une rançon. Une rançon. Donc, imaginez que les autorités demandent à l'époque ce montant, cette somme, et qu'elle n'ait rien en retour, même une petite réponse. Même une copie quand même. Oui, il faut le dire, une petite réponse même des autorités ou des instances sous-régionales, régionales, africaines, et des instances mondiales. Ouais. Personne n'a répondu à la Guinée. La Guinée accepte tant bien que mal de prendre son destin en main, d'aller vers ces élections avec ou sans partenaire. Je pense que le ministre, ce qu'il veut quand même rappeler à cette mission, que vous soyez là pour nous aider ou non, on a quand même notre plan à nous. Si vous nous aidez, c'est bien, c'est important, c'est un plus. Justement. Mais si vous ne nous aidez pas, en tout cas, on va aller vers ces élections. Et une précision importante, le président tient à ce que ces élections se tiennent avant la fin de l'année 2025. Justement. Est-ce que ça sous-entend qu'après ce scrutin référendaire, les législatives ou la présidentielle vont suivre. Ouais. Bon, après, c'est quand même une question et qu'il faille se poser. Légitime, oui. Très légitime parce que on a quand même suivi dans les différents discours tenus par ces autorités de la transition que les élections seront organisées avant fin 2025. On a vu Dr Dansa Kourma, qui est le président du CNT, Conseil national de la transition, qui l'avait rappelé chez nos confrères des médias internationaux. Et nous attendons de voir ce qui reste clair quand même. La Guinée très bien parti. Si nous devons faire des pronostics, en tout cas un sondage, on peut comprendre qu'aujourd'hui, la Guinée peut imprimer sur place ses cartes d'électeurs. Les planchettes ont été, comment je peux dire ça, reçues ici en République de Guinée. On a un fichier électoral qui est prêt et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est fait quand même l'honneur, en tout cas, s'est prêté à cet exercice pour présenter au peuple de Guinée ici ce tableau statistique qui montre un peu quel est le nombre d'électeurs ici à Conakry, à Kankan, à Mamou, à Farana, à Labé, ça pour situer quand même ou éclairer la lanterne des uns et des autres. Donc côté préparatif, il faut quand même reconnaître que les autorités guinéennes ont pris de l'avance par rapport aux instances sous-régionales. L'Union africaine vient en appui, ok, c'est bon, il faut évaluer les besoins. La Guinée, les autorités peuvent jusque-là quand même donner tout ce que demande l'Union africaine. À l'Union africaine maintenant de venir à l'aide ou pas. Maintenant, conséquence pour les instances internationales. Laisser la Guinée seule organiser ses élections, c'est comme laisser notre destin en main. Alors, est-ce que ces instances pourront réagir demain ou après-demain, avoir une certaine pression sur les autorités de la transition? Entre griffes, il faut quand même poser cette question. Ouais, c'est une question très légitime. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que l'Union africaine finalement a décidé d'être là? Parce que vous savez très bien que en ces moments-là, si aucune institution internationale ou régionale n'a participé, ne serait-ce que techniquement, parce que c'est de là qu'il s'agit,
il y a plusieurs façons de participer ou d'accompagner. Le côté financier est là, le côté technique est là, mais aussi le côté institutionnel, c'est-à-dire que les réformes institutionnelles qui doivent être opérées. Alors, c'est à se dire que si jusque-là, l'Union africaine n'avait pas manifesté la volonté, disons, d'accompagner la Guinée, ça veut dire tout simplement qu'elle s'était déjà mise en marge. Donc, elle ne pouvait pas avoir, disons, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un œil en tant qu'organisation internationale. Éventuellement, s'il y aura disons, quelques recommandations à faire, de le faire. Donc ça veut dire tout simplement que elle est en train de jouer à sa dernière carte pour pouvoir quand même être pleinement associée au processus électoral dans notre pays ici. Parce que c'est en cela que, s'il y en aura contestation, c'est en cela que l'Union africaine aura ce qu'on appelle la légitimité. Même si la légalité elle est de mise, puisque nous appartenons à l'Afrique, donc comme telle, l'Union africaine doit pouvoir couvrir toutes les, disons, toutes les nations de l'Afrique. Donc comme telle, je pense que la légitimité voudrait que, dès au début, que l'Union africaine, qui traverse, il faut le rappeler aussi, elle aussi, une crise interne, puisse participer de bout en bout au processus électoral qui se passe dans notre pays ici, même s'il y a certains États aussi qui préfèrent organiser les élections à vase clos, parce que tout simplement, on ne veut pas avoir ce qu'on appelle quelquefois un œil critique. L'œil extérieur. Donc nous voulons organiser, nous avons tout ce qu'il nous faut. On va organiser, on ne veut pas d'aide. Or, aucun État au monde ne peut, disons, faire tout seul les choses sans qu'il n'y ait ne serait-ce qu'un accompagnement, disons, technique dans ce sens-là. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'Union africaine est disposée d'accompagner la Guinée. Maintenant, reste à savoir quels sont, disons, ces domaines dans lesquels l'Union africaine va pouvoir se pencher, puisque cela dépendra aussi de ce qui sortira de ces échanges entre l'Union africaine et les autorités guinéennes à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Puisqu'on parle d'évaluation, naturellement, l'Union africaine, elle aussi, aura quelque chose à dire en ce qui concerne, disons, le processus en cours, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant, et éventuellement, qu'est-ce qu'elle pourra apporter pour pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. Je crois que ce sont des questions qu'il faille effectivement essayer de soulever, et on verra bien si la collaboration, elle va être saine ou si elle est saine. Peut-être on verra dans les jours à venir. Maintenant, si déjà, comme le ministre l'a dit ici, nous sommes déjà partis. Maintenant, ceux qui veulent nous accompagner peuvent nous accompagner sans pour autant peut-être avoir... Parce que accompagner aussi, vous vous rappelez très bien... La main qui donne et la main qui dirige. Oui, la main qui dirige, oui, il faut craindre. Hein. Oui, accompagner aussi, ça veut dire tout simplement que l'Union européenne doit avoir ce qu'on appelle un nœud sur un certain nombre de choses. L'Union africaine, un nœud sur un certain nombre de choses. Est-ce que les autorités guinéennes permettront à l'Union africaine de s'imprégner véritablement de la situation actuelle de notre pays, notamment en ce qui concerne l'établissement du fichier électoral, en ce qui concerne la mise en place, disons, de l'organe de gestion des élections. Est-ce qu'elle aura des recommandations qui vont aller peut-être dans le sens contraire de la volonté des autorités? Tout cela va être peut-être révélé dans les jours à venir. Parce que toujours est-il que je ne pense pas que l'Union africaine soit là pour s'en accommoder. Elle est là pour justement évaluer, éventuellement recommander et pourquoi pas accompagner. Accompagner, très important. Donc, on attend de voir la suite à la fin, en tout cas, attendre jusqu'à la fin de cette mission pour pouvoir en tout cas tirer au clair tout ce qui sera mentionné dans le rapport qui sera émis par cette délégation de l'Union africaine qui séjourna en République de Guinée. Nous, on poursuit cette émission, on parle de cet autre sujet, cette autre actualité. 1724 unités industrielles ont été récemment fermées en Guinée pour non-respect des normes. Une décision saluée par une partie de l'opinion, mais qui a aussi suscité des interrogations. Les images rendues publiques par le ministère du Commerce et du Commerce de l'Industrie et des PME parlent d'elles-mêmes. Hygiène douteuse, matériel obsolète, locaux inadapté, la menace sanitaire était bien réelle. Alors, comment les défenseurs des consommateurs ont-ils accueilli cette mesure? Nous posons tout à l'heure la question à notre invité, M. Mbani Sidibé. Il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, UDCG en abrégé. M. Sidibé, bonjour. Bonjour M. Abdallah et bonjour à vos millions de lutteurs et de téléspectateurs.
Merci d'accepter une nouvelle fois notre invitation. Merci d'être des nôtres ici dans cette émission Le Scanner, M. Sidibé. Cette question, je la posais tantôt. Comment avez-vous, vous en tant que défenseur des consommateurs, comment avez-vous accueilli cette mesure ou cette décision du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises? Oui, merci. Je commence d'abord par vous remercier beaucoup le groupe Okavi Média pour l'accompagnement et tout ce qu'ils font pour le réellement des droits des consommateurs dans notre pays. C'est un devoir. Et aussi, oui, parce que vous, les grands journalistes, vous êtes vraiment très actifs pour la défense des consommateurs, parce que le premier défenseur des consommateurs aujourd'hui en Guinée, c'est vous, la presse. Et même le sujet aujourd'hui, vous savez que au début, le ministère du Commerce fait un travail de débarras après la lecture de l'arrêté qui a été lu sur la RPG. Il n'y avait pas eu vraiment d'engouement. C'est ainsi que vers la soirée, il y a beaucoup de grands sites de vous, les grands médias, vous avez appelé. Et aujourd'hui, vous savez, ça a pris l'opinion. Nous, globalement, c'est une mesure que nous saluons, parce qu'il faut savoir que la santé de l'eau est source de vie, et donc la protection de l'eau, la qualité de l'eau est une exigence à notre niveau, parce qu'on ne peut pas parler de la santé, de la vie des consommateurs sans tenir compte de la qualité de l'eau. Surtout les eaux minérales aujourd'hui qui sont devenues très brigées par les consommateurs. L'essentiel des consommateurs aujourd'hui consomment ces eaux et boivent ces eaux, donc ça a une conséquence énorme. Mais ce que nous déplorons, c'est le comportement même de la démarche même de certaines autorités. Parce qu'imaginez-vous aujourd'hui que la plus sur 3100 unités qui ont été identifiées, il y a 1724 qui ont été, non seulement on a demandé leur fermeture, mais on a demandé leur retrait sur leurs produits sur le marché. Mais je vous avoue que jusqu'à maintenant, là, ces mêmes produits sont en train d'être vendus au vu au sous de tout le monde, avec tout ce que vous avez décrit et toutes les images de ces eaux qui sont vraiment ce ne sont même pas des usines, ce ne sont même pas des unités. Est-ce une alerte que vous faites? Est-ce une alerte que vous faites à travers cette antenne? Oui, au fait, c'est la responsabilité. Tu sais, dès le début, nous avons demandé au ministère du Commerce d'être responsable. Et il y a assez de... Responsable, c'est-à-dire? Au fait, depuis ce temps-là, est-ce que vous avez vu le ministère du Commerce animer réellement une conférence de presse? Mais le ministère, Monsieur Sidibé, le ministère est sur le terrain. On a vu quand même les images. Peut-être que la réalisation va nous projeter ces images. Ou le ministère, les agents du ministère ferment les locaux de certaines unités industrielles. C'est un fait quand même qu'il faut saluer. Je ne dis pas, oui. J'ai commencé par vous dire que nous saluons la décision et nous sommes très satisfaits par rapport au fait d'abord de dire l'arrêter. Mais cela ne suffit pas. Est-ce que vous ne savez pas d'aller fermer ces unités? Est-ce que les produits, même l'arrêté, il y a deux aspects, il y a la fermeture, il y a le retrait. Est-ce que vous avez vu dans les différentes boutiques et les marchés le retrait de ces produits-là? Mais on peut dire que ça peut être quand même une suite logique. Fermer d'abord l'usine. Oui, vous savez, le plus important, il y a le cas de l'usine. Parce que depuis que l'arrêté a été lu, il y a beaucoup de consommateurs qui sont méfiés de ces eaux-là, qui sont connus. Mais d'autres qui n'ont pas suivi beaucoup l'actualité sont en train de boire encore ces eaux. Et vous-même, vous avez vu, quand vous voyez, nous, on avait vu ça très longtemps, on a toujours dénoncé, on a demandé au ministère, à l'État de revoir ces cas. Parce que vous savez, quand vous dites une eau minérale, c'est une eau qui a connu des transformations. Vous allez voir, quand vous lisez sur les emballages, vous allez voir, il y a des compositions chimiques, il y a des produits chimiques qu'on devait mettre là-dedans. Et vous-même, vous voyez que ce n'était que de l'escroquerie, parce que vous allez voir que la plupart de ces trucs-là, ils ne mettaient même pas ici, le dosage n'était pas respecté, parce qu'on ne peut pas parler d'hygiène lorsqu'il n'y a même pas de laboratoire à l'interne. Parce que normalement, avant que le produit ne soit mis sur le marché, il y a des étapes. D'abord, l'industrie doit pouvoir faire l'échantillonnage, certifié, et maintenant, il y a les corps, au niveau du ministère de Commerce, il y a deux entités. Il y a l'Institut national de normalisation. En principe, il devait passer faire l'échantillonnage, voir la qualité de ces eaux. Et aussi, avant que ces eaux-là ne soient mises sur le marché, il y a l'Office national de contrôle de qualité. Et c'est là où nous condamnons le comportement de l'Office national de contrôle de qualité. Donc pour vous, cette responsabilité est partagée entre l'Office national de contrôle qualité et ces acteurs d'unités industrielles. Pour vous, les responsabilités sont partagées. On ne peut pas adosser toutes ces responsabilités-là aux unités industrielles. Ce que vous voulez nous faire comprendre. Effectivement, vous savez que la plupart de ces unités que nous avons vues, ils ont des certificats d'analyse délivrés par l'Office national de contrôle de qualité. Ah bon? C'est là où c'est paradoxal. Donc ça veut dire que l'Office est complice alors de tout ce que nous vivions alors? Parce que
l'office ne joue pas son rôle. Et c'est là où il y a l'indignation. Demandez, la plupart des gens, les gens même, et comment vous pouvez donner ces certificats à des gens qui n'ont aucune autorisation, n'ont même pas de RTCM, ils n'ont aucun document administratif, et vous-même vous faites les certificats et vous validez. Ça déjà, il y a une préoccupation. C'est pourquoi nous demandons là, vraiment une responsabilité, et même le ministère de la Justice à travers le parquet, il doit surtout saisir. Parce que ce qui est fait, imaginez-vous combien de consommateurs ont bu ces eaux-là. Et vous-même, vous avez vu, non seulement l'hygiène n'est pas là, la qualité n'est pas là, et même les questions d'emballage. Parce que vous allez voir les plastiques là. Est-ce que les plastiques, parce que l'emballage d'abord, le contenu peut être bon si l'emballage a un problème. Tout ça, c'est des conséquences parce que les gens pensent que, puis au final, les effets ne sont pas immédiats. C'est progressivement que les produits vont vous ronger. Et aujourd'hui, imaginez-vous tout ce que les consommateurs sont exposés en termes de maladies, en termes de santé. Donc, c'est pour vous dire que nous, globalement, le fait de fermer, nous sommes partants et nous communiquons. Nous sommes en train d'accompagner le ministère dans ce sens, mais il faut des sanctions. Il faut des sanctions administratives et il faut aussi qu'ils soient responsables d'imiter parce que c'est l'eau, ça. C'est des denrées alimentaires et les gens payent, c'est pas cadeau. Tu ne peux pas s'asseoir dans une petite maison ou creuser des forages, donner des produits malsains aux consommateurs et que les gens se restent tranquilles derrière ça. Imaginez-vous, 1724. Et aussi, les autres 1376 qui restent, qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'on ne connaît même pas leur nom, parce que la façon dont ils ont eu le courage de publier le nom des 1724, il doit avoir aussi le courage de publier le nom des 1365 qui respectent la réglementation. C'est ce que vous demandez. C'est ce que vous demandez, vous. Vous demandez à ce qu'on publie le reste, ceux qui sont conformes, pour que... Qu'allez-vous faire peut-être après cette publication? Et avant même cette question, qu'avez-vous fait, vous, en tant que défenseur des droits des consommateurs, vous qui devez être quand même les maillons forts et des alertes que faites par ça et là? Et vous avez des représentants un peu partout dans le pays. Est-ce que vous avez pris des images? Est-ce que vous avez pris des initiatives vous-même aller dans ces usines pour constater? Oui, mais écoutez, là, je pense que vous, par exemple, vous suivez nos actes régulièrement, on a toujours dénoncé sur vos médias. Et au-delà de ça, même on a fait des écrits. Est-ce que vous êtes descendu sur le terrain? Dénoncer est un fait, descendre sur le terrain est un autre. Oui, mais vous savez que nous, déjà, quand on vous dit on requise un produit, normalement, il est de la responsabilité de l'autorité du ministère du Commerce d'agir. Et à travers tous les services, parce que l'État, c'est l'État qui les donne les prérogatives là. Vous savez, même en matière de publication des images, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Nous, on a des informations, parce qu'il y a aussi les industriels ont des droits et des devoirs. Et comme nous, on a des droits et des devoirs aussi. On a des, par exemple, vous, en tant que média, vous faites la lettre, vous avez vos preuves, ou vous devez savoir les publier. Sinon, vous pouvez aller à l'encontre de la loi aussi. Aujourd'hui, c'est la loi qui donne les compétences nécessaires au ministère du Commerce d'agir. Parce que c'est leur attribution, ça, c'est leur mission. Nous, on les a. Je vous souviens distinguer depuis au temps du régime d'Alpha Condé. Quand le colonel Kéboro descendait dans ces unités-là, qui n'a pas su, on avait même commencé à faire des recensements avec certains ministères. On a toujours fait des courriers dans ce sens. C'est une suite logique. Ces zones mineures ont été décriées il y a très longtemps, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas un fait nouveau. Parce que ça fait combien d'années ils sont là. Et ça a été toujours le souci. Même vous, les grands médias, tout le monde a fait des émissions sur ça là. Parce que lorsque vous prenez les catégories d'eau, il y a une différence entre l'eau potable, il y a une différence entre eau de source et eau minérale. Donc, comment se fait-il que les gens peuvent avoir, ce ne sont même pas des usines. Quand vous entendez au plan international, on dit 1724 usines, des unités, et vous-même vous avez les images. C'est même pas, vraiment, c'est même pas dit d'un pays quand même. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de ces investisseurs, chacun doit s'expliquer devant la loi. Parce qu'aujourd'hui, combien de tort a été causé aux consommateurs guinéens? Et on ne peut pas croiser les bras. Donc, nous sommes en train de nous battre dans ce sens et nous voulons que vraiment le ministère du Commerce va en profondeur. Au-delà de la fermeture, il faut situer les responsabilités. Tous les cadres qui sont mêlés, parce que ce n'est même pas le secteur des eaux minérales. Et regardez aujourd'hui, même le secteur des laits, les yaourts, les consorts là. Combien de produits aujourd'hui? Et vous allez voir, chaque fois que vous les demandez, ils ont un certificat de contrôle. Mais comment vous pouvez délivrer ces documents alors que vous-même, vous ne connaissez même pas la vraie qualité? Pour vous, le problème, c'est l'Office national de contrôle qualité. Oui, mais l'Office, par exemple, pourquoi il se permet de donner ces certificats d'analyse? Demandez, la plupart de ces eaux fermées, elles ont des certificats. Parce que nous, on a fait des recoupages. Mais comment on peut donner des documents à des gens qui sont dont l'hygiène n'est pas là, donc quand vous rentrez même, tout est sale, et vous-même vous dites que vous donnez, et quand vous à l'extérieur, vous dites, ah non, nous on a le papier, on est contrôlé.
Mais quand même, il faut qu'on soit responsable. Alors, c'est pourquoi nous demandons, oui. Mani, donc, au regard de ce que vous venez de mettre sur la place publique, et à cette mesure ou à ces mesures prises par le département de petites et moyennes entreprises, permettez-moi d'être plus court. Est-ce que vous voulez dire par là que, en dépit de tout cela, cela constitue un épée dans l'eau? Ah oui, et si nous voulons que, parce que notre combat aujourd'hui, que cette décision réussisse et que ça va au bout, et ça doit permettre de réguler les activités industrielles dans notre pays. Mais si nous passons, parce qu'aujourd'hui, le ministère du Commerce ne travaille pas, il faut qu'on ait le courage de le dire, parce que normalement, il y a les questions de normes. Dans tous les pays, tout produit qui doit être fabriqué, d'abord, on présente les normes nationales. Et au-delà, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, c'est l'aspect superficiel, l'aspect administratif, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont les documents administratifs, est-ce qu'ils ont les autorisations. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il faut qu'on nous dise quelles sont les normes. Et les autres qu'ils ont retenus, ils ont respecté quelles normes, nationales ou internationales. Parce que la Guinée aussi, parce que compte tenu de nos climats, on doit avoir nos propres normes. Nos propres, et ça, même la loi 040 portant réglementation nationale de la concurrence et de la liberté des prix, il y a aussi, qui crée même le Conseil national de la consommation, où on doit élaborer toutes les normes. Et les normes-là doivent faire l'objet d'un décret du président de la République. Aujourd'hui, donc si on va comme ça, on dit parce qu'ils n'ont pas de papiers, ils se sont installés clandestinement. Et il se trouve qu'il y a des services de ces mêmes ministères qui les ont donné des papiers. Quelqu'un qui n'a aucun document administratif, vous leur donnez des certificats d'analyse. Et vous dites que votre produit est de bonne qualité. Et on voit dans les faits, le même ministère vient dans ces usines, il voit que c'est le contraire. Je pense qu'ils doivent tirer les leçons. Telle est l'existence même. Et même à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des complicités pour vous, à l'interne même. Ah oui. Oui, mais parce que pourquoi c'est fait qu'on laisse les gens travailler de façon illégale? Donc pour vous, il ne faudrait pas s'arrêter à fermer ces usines, mais il faut arrêter aussi les commanditaires, ceux qui délivraient quand même des documents officiels à ces unités industrielles, comme on l'a mentionné dans l'arrêté. Très bien. Et non seulement ces industriels aussi, ces promoteurs doivent s'expliquer devant la loi combien de consommateurs ont bu ces eaux-là. Il faut qu'on nous explique. C'est pourquoi nous interpellons le procureur aujourd'hui de la République. Il faut que le procureur de la République, et vous savez, dans le passé, il y a la CRIEF qui s'intéressait dans ça, dans le cadre de la santé, de la lutte contre les produits impropres à la consommation. Donc c'est un sujet, nous sommes en train de suivre, et on ne va pas aller au-delà, parce que des fermetures, faire des mamayas, prendre ces photos, alors que le ministère du Commerce, aucun produit, surtout le denrée alimentaire, doit être mis sur le marché sans autorisation. Monsieur Sidibé, il faut quand même saluer les efforts du ministère, aller sur le terrain, faire découvrir ces photos, nous ont permis, nous-mêmes en tant que journalistes, de comprendre un peu la teneur du problème, l'ampleur même du problème, et surtout la profondeur du mal. Vous-même, en tant que peut-être défenseur des droits des consommateurs, si vous voyez ces images, je sais que vous les avez vues, vous êtes écœurés, bien que vous ayez quand même fait des alertes il y a quelques mois, lancé des alertes il y a quelques mois, quelques années en arrière, on comprend cela, mais quand même il faut saluer le courage de cette équipe ministérielle qui aujourd'hui a pris les devants, a quand même accepté de fermer 1700 unités, plus de 1700 unités industrielles, 1700 unités industrielles en République de Guinée. Moi je pense que vous savez, même sur les sites, dès le début, quand on a fini de lire l'arrêté, certainement, nous avons toujours, il est rare que moi je salue les activités du ministère du Commerce. On peut recouper je les ai salués et gérer la décision est à mon niveau. Mais nous avons des réserves. Parce qu'il ne faut pas fermer, parce que nous savons en Guinée, s'ils vont fermer quelques jours, vous allez voir les mêmes catégories d'eau ou les mêmes produits sur le marché. Parce qu'il faut travailler, il faut des réformes structurées, il faut les racines. Il faut qu'on mette fin à cela, qu'il n'y ait plus jamais ça dans notre pays. Mais si on devient, c'est-à-dire qu'on reste de façon superficielle, chacun acclame vers la fin, ça va servir à quoi? Ça va être du folklore. Et nous devons quitter dans ça. Il faut que ces cas-là soient un cas d'exemple pour permettre à pour dire que n'importe qui ne peut pas créer des industries alimentaires. Pour vous, les tenanciers, en tout cas, ou les propriétaires, ou ceux qui ont créé ces usines ou ces unités industrielles doivent, au-delà de la fermeture de ces unités industrielles, être poursuivis par le gouvernement guinéen, c'est ça? Ou par l'État guinéen? Oui, ils doivent s'expliquer. Et tous ceux qui ont donné des papiers,
tous ceux qui sont mêlés à des papiers, tout le monde doit s'expliquer. Mais vous-même, vous pouvez porter plainte en tant que défenseur. Oui, si vous voyez aujourd'hui, nous arrivons à cette phase, on est en train de dénoncer. Nous, on n'est plus dans l'euphorie. Nous voulons que le problème soit réglé de façon structurée, de façon profonde. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si on arrive à régler tout définitivement l'affaire d'eau là, les autres secteurs ou les autres industries qui continuent de produire de façon illégale ou des produits impropres à la consommation, chacun va se retirer. Parce que n'importe qui ne doit pas créer des usines, des unités industrielles surtout qui produisent des biens et services destinés à la consommation. Les denrées alimentaires, par exemple. Bien, alors, M. Sidibé, on va s'excuser. On va aller à la pause. Le temps pour nous de respecter nos obligations commerciales. Et derrière, on vous retrouve. On va poursuivre ce débat parce qu'il y a encore des choses à dire quant à cette actualité. Cette fermeture de 1724 unités industrielles en République de Guinée avec des images quand même qui choquent l'opinion ici. On vous revient dès après nos obligations commerciales. Vous, auditeurs et téléspectateurs, ne zappez surtout pas. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc... Vous
Vous êtes sur Kavi Media et sur l'ensemble synchronisé de nos plateformes. Vous le savez déjà, vous nous écoutez sur la 89.5. Vous nous regardez à la télé sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times. Vous nous suivez en région grâce à nos relais Beta FM Relais. Cette émission du côté de l'AB sur nos plateformes digitales. Vous nous suivez à travers Facebook. Vous êtes sur Kavi TV, sur notre application mobile Kavi Media, sur notre site d'information siaminfo.com. Merci de nous retrouver. Si c'est maintenant, vous le faites dans la deuxième et dernière partie de cette émission. On parle de cette autre actualité, 1524 unités industrielles qui ont été récemment fermées en République de Guinée pour non-respect des normes. Une décision du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises qui a quand même suscité assez d'interrogations. Et ce matin, vous l'avez déjà compris, nous avons pour invité M. Mbani Sidibé. Il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Avec lui, nous évoquons ce sujet aujourd'hui qui est très crucial. Monsieur Sidibé, est-ce que vous êtes au bout du fil? Est-ce que Monsieur Sidibé est là? Si on va poursuivre ce débat avec lui. À la réalisation, est-ce que Monsieur Sidibé est toujours là? Monsieur Sidibé, bonjour. Un problème de liaison avec M. Sidibé. On l'a écouté, Diallo, qui quand même, il fait des recommandations comme légitimes, ou des revendications légitimes, quand il demande à ce qu'on publie aussi le reste de ces unités industrielles jugées conformes aux normes établies par le ministère du Commerce. Mais si qu'il est de retour. M. Sidibé, bonjour. Bonjour, M. Sidibé. Abdallah. Allez, bon, on parlait tantôt de cette actualité, 727 unités industrielles fermées, récemment fermées par le ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Vous saluez certes cette démarche, mais vous ne comprenez toujours pas pourquoi la liste de ceux qui sont conformes quand même aux normes évoquées ou aux normes indiquées par le ministère, que cette liste ne soit pas publiée. Oui, effectivement, ça, nous sommes en train de débattre dans ce sens, parce que cela va permettre aux consommateurs de choisir ces eaux en toute sécurité. Si déjà le ministère du Commerce nous dit qu'il y a, sur les 3100, il y a 1376... 1724. Non, attention, je vous dis, il y a deux lots. Oui, je vois. 1376 qui sont en normes. Arrête, oui, parce qu'il y a 3100 qui ont été identifiés, unités de fabrique d'eau. Sur les 3100, il y a 1724 qui sont fermés et leur produit devait être retiré. Et lorsque vous faites la soustraction, ça va vous rester 1376. Sur les 1376, il faut qu'on nous explique réellement leur cas. Si c'est vrai, quelles sont les normes qu'ils ont respectées, où se trouvent ces unités-là, et nous, quand même, qu'on puisse vraiment être orientés sur ces produits. Ça c'est une démarche et nous sommes en train de battre dans ce sens-là, parce que je vous avoue, aujourd'hui, jusqu'à présent, ces mêmes produits continuent d'être vendus, dont on a demandé le retrait. Mais nous sommes en train de nous battre pour que ces normes-là non seulement soient connues, et parallèlement aussi, parce que parce qu'il faut savoir que dans le lot, il y a des grandes marques d'eau qui sont concernées. Oui, sans citer de nom. On était quand même très étonnés, même moi, de voir ces noms. Oui, donc ça veut dire que, parce que comme on parle des phases administratives, peut-être il peut y avoir des installations qui répondent à certaines normes, et il faut aller travailler, tous ceux qui veulent se mettre dans les normes et qui veulent respecter la réglementation, qu'on leur donne une opportunité aussi. Parce que l'État, c'est la régulation, l'État aussi, parce que la meilleure façon de protéger le consommateur, c'est de créer une concurrence. Il faut que nous soyons dans une économie concurrentielle. Mais une concurrence où la qualité ne doit pas être négociée, où la qualité doit être l'exigence. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens et nous plaidons auprès du ministère du Commerce pour que cela soit fait rapidement, pour que les autres maintenant qui respectent ces normes-là, qu'on oriente les gens envers ces entreprises-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui sont désemparés. C'est quand on a comme même le BDC, au début, normalement, il devait communiquer le nombre total et dire maintenant ceux qui ne respectent pas les normes. Et ça allait permettre aux consommateurs de dire non, on a d'autres alternatives, on a d'autres choix. Certainement donner le nom pour que le consommateur puisse savoir c'est cette eau que je peux désormais consommer en toute sécurité. Peut-être une démarche que vous voulez. Oui, normalement, vous savez qu'en matière de contrôle, si ce n'est pas la Guinée, dans les autres pays, que ce soit au niveau de l'Institut national ou l'Office national de contrôle de qualité, tous les produits certifiés devaient avoir un signe, des signes. C'est comme quand vous allez dans les grands pays, même en France, vous allez voir sur certains produits, c'est écrit AOC. C'est-à-dire le nom du produit est là, mais vous allez avoir AOC. Ça veut dire
appellation d'origine certifiée. Donc le consommateur saura que ces produits-là ont été certifiés par les instituts de normes ou de contrôle. Donc à ce niveau déjà, nous pensons qu'il faut rapidement que le ministère du Commerce essaie de travailler sur ces listes-là et essaie de mettre encore, faire d'autres réformes. Aujourd'hui, surtout au niveau des produits alimentaires, c'est-à-dire que chaque produit qui va être certifié par le ministère, qu'on ait des signes sur ces produits-là qui disent que vraiment ils sont de bonne qualité et le consommateur va consommer en sécurité et il n'y aura plus de cause à son niveau. Alors, est-ce que jusque-là, vous avez tenté d'approcher le ministère? Si lui, il n'a pas fait cela, est-ce que vous avez tenté d'aller vers le ministère pour pouvoir exposer tout cela, éventuellement, pourquoi pas solliciter une collaboration pour pouvoir conjuguer vos efforts afin que nous sortions définitivement de cette situation? Oui, effectivement, dans les jours à venir, nous, toutes les fois que moi je m'approche au niveau du ministère, nous écrivons par courrier. Mais nous sommes en train de remarquer quelque chose au niveau du ministère du Commerce. Il y a beaucoup de cadres amateurs là-bas. Vous pouvez voir un directeur comme ça. Comment ça, Bani? Non, Bani. Il ne faut pas tirer sur tout ce qui bouge. Je viens, mon ami. Je sais de quoi je parle. Hein? Oui. L'amateur, c'est quoi? Quelqu'un qui t'écrit par correspondance. Tu dois les répondre par correspondance. Normalement. S'il y a le respect. Si vraiment les gens veulent que les choses évoluent. Mais on peut t'appeler pour une réunion la nuit, on dit demain c'est une réunion. C'est comme si c'était un débarras. Comme si vous n'avez rien à faire, quoi. C'est comme ça que certaines directions fonctionnent là-bas. Et c'est pour ça que nous, on ne peut pas. Et aussi, normalement, même, ils ne donnent pas le temps au débat contradictoire. Pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont là dans le favoritisme, quoi. Ils favorisent les industries au détriment des consommateurs. Même le nouveau protocole des prix qui vient de faire sortir, là, vous avez vu que ça a été de l'amateurisme. Comment? Et tous les prix qui ont été... Comment tous les prix... Parce que vous n'avez pas associé, vous pensez que c'est de l'amateurisme? Non, attention, le prix du sucre aujourd'hui, un sac de sucre, c'est négocié à combien à Conakry? C'est pas là la question. Ce n'est pas là la question. La question est que vous jugez d'amateurisme parce que vous n'avez pas été associé? Pas du tout ça, pas du tout ça. C'est la question qu'on vous pose, Bani. Non, c'est loin de là. Bien. Pourquoi je dis amateurisme? Imaginez-vous quand vous comparez le prix de Conakry à Yomou. Le riz, par exemple, le travailleur de Yomou, par exemple, il perd plus de 50 à 60 000 francs sur un sac. Justement. Alors qu'il est Guinée, il est payé en Guinée. Ça, c'est un travail de l'amateurisme. Parce qu'il y a l'équité sociale, il y a la justice quand même. Si le prix de Conakry déjà est, tu peux compter qu'il y a un écart de plus de 50 000 sur un sac de riz. Mon frère, vous pouvez me dire que c'est pas de l'amateurisme ça? Est-ce que vous avez approché les autorités pour les expliquer cela? Non. On peut dire non. J'ai fait non, pas du tout. J'ai des dessins de courrier. Hein. Même quand on fixe des prix, quand les prix ne sont pas respectés, j'écris directement à Madame la ministre. Hein. J'ai tout ce qu'il faut comme décharge. Même quand nous sollicitons la renégociation, on l'écrit. Nous, on ne sait pas seulement venir dans les médias parler. Donc vous êtes débouté, en gros. Vous n'êtes pas pris en considération ce que vous voulez dire? Non, c'est loin de là. Parce que nous, on a décidé de ne pas faire le folklore. On ne peut pas venir s'arrêter devant les consommateurs, on dit que c'est bon, et dans notre conscience, on sait que c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui le font, c'est cela? Il y a vos confrères qui le font, c'est cela? Non, je ne se commande pas comme ça. Je parle du cas de notre organisation. Alors vous faites une comparaison. Forcément, c'est à part de quelque chose. Hein. Non, c'est une façon de parler. Quand je dis que tu ne peux pas faire le folklore, ça ne cible personne quand même. C'est-à-dire, à un certain âge, tu ne peux pas venir sortir, faire. Toi-même, tu dis quelque chose à la télé, tu sais que sur le terrain, ça ne va pas être à pratiquer. Quand même, tu te trompes toi-même. C'est comme quand quelqu'un décide d'écrire une lettre, il s'envoie à lui-même. Mais c'est de la plaisanterie, ça. Donc pour vous, aujourd'hui, Monsieur Sidibé, on a quand même écouté beaucoup de vos cris de cœur, de vos alertes. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les solutions idoines pour éviter que cela ne se répète, qu'on se retrouve avec une pléthore d'unités industrielles ici en République de Guinée, pléthore qui ne servira à rien qu'à menacer la santé publique? Merci. La première démarche, nous sommes demandés que le ministère du Commerce doit travailler sur un cahier de charges. C'est-à-dire où on va spécifier toutes les normes et on va rendre ça public à tout le monde. Parce que s'il y a les vrais critères, il y a les vraies exigences conformément à la loi, je pense que n'importe qui ne va pas, personne. Parce qu'il y a une question d'équipement même. Même les équipements qu'on a vus là, ce n'est pas des équipements qu'on peut dire que j'ai une unité de fabrique d'eau quand même. Donc parce que en amont, les lois et les cahiers de charges n'ont pas été clairs. Parce qu'il faut que normalement les cahiers de charges là devaient être publiés sur toutes les plateformes et avec des exigences. Et qu'on ne négocie pas la délivrance des documents administratifs. Ça, c'est la première démarche. Parce que tous les investisseurs sérieux qui vont dire ces cahiers de charges, ces obligations et qui vont respecter, mais ils vont ouvrir, ils vont respecter la réglementation et vous allez suivre étape par étape.
Imaginez-vous aujourd'hui, on ne peut pas permettre que quelqu'un essaie de mettre des unités en place. Lui-même n'a pas de laboratoire à l'intérieur de contrôle. Parce que le produit chimique, d'abord, avant que ça ne sorte, l'industrie doit pouvoir prendre l'échantillon, voir est-ce que les dosages, est-ce que les qualités sont requises avant que les corps de contrôle du ministère du Commerce. Donc ça doit être dans un document référentiel, publié. Même si ça existe, il faut que ça soit connu de tout le monde. Parce que ça va être un critère d'exigence pour le consommateur. Lorsque les consommateurs sont suffisamment informés sur ça, donc ça, c'est la seule solution, c'est la rigueur, l'application des textes. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un bon départ qui est là, parce que tout le monde sait maintenant qu'il faut aller vers cela, parce que c'est une exigence. Et c'est ça qui peut sauver la vie des millions de consommateurs guinéens. Si on finit le cas de l'eau, ils prennent un autre secteur dans le cas de l'industrie. Parce que si l'État réussit à réguler bien l'industrie, même le commerce, parce que pour tous les produits qui vont sortir, maintenant l'État saura le cycle réel des produits-là. On pourra comprendre très bientôt, puisque le président de la transition, quand même, à travers un décret, a scindé ces deux ministères. Demain ou les jours à venir, le président va certes meubler ce ministère, ou ces ministères, puisque plusieurs ministères ont été scindés. Le commerce ira de son côté, les industries et PME iront de leur côté. Et là, on comprendra mieux, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est un très grand ministère, un très gros bagage pour une seule personne. On parle du commerce, où vous parlez tout à l'heure, vous dénoncez ces prix qui ont été, comme vous l'avez dit, de façon disproportionnée, ou vous l'avez qualifié d'amateurisme. C'est vous qui avez vos mots, mais après, le bagage, il est trop lourd. Malheureusement, je pense qu'on l'a perdu. Je voulais quand même lui poser cette question. Après, si le ministère du Commerce et de l'Industrie déjà sont scindés et que deux ministres se retrouvent, aujourd'hui, quelles sont les propositions que lui, en tant que président de l'Union pour la défense des consommateurs, peut quand même faire des propositions à l'endroit de ces cadres? Justement, c'est une question très légitime, puisque c'est quand même, on n'est pas là juste pour dénoncer, il faut proposer. Maintenant qu'il a rappelé quelque chose de très fondamental, c'est le fait pour nos dirigeants à tous les niveaux de s'opposer à tout. C'est-à-dire qu'on est allergique aux débats contradictoires, allergique aux propositions. Je pense que dans les États sérieux, les organisations de défense des consommateurs doivent être des alliés naturels des administrateurs, parce que ce sont eux-là qui sont en contact avec les citoyens et ce sont eux-là même qui peuvent à un certain niveau leur proposer des solutions idoines face à un certain nombre de problèmes. En pareille circonstance, fondamentalement, l'Union des consommateurs ou les organisations de défense des consommateurs devraient être associées pour pouvoir quand même mener la lutte de manière beaucoup plus efficace. Très efficace. Malheureusement, monsieur, qu'on n'arrive pas à joindre monsieur Mbani Sidibé. Peut-être un problème de connexion que nous allons peut-être, pourquoi pas, on ne pourra pas résoudre puisqu'on est déjà taxé par le temps. On va aller avec cet autre sujet. On prend la direction de la Gambie où la tension est montée d'un cran ce mercredi. Plus d'un millier de manifestants dans les rues de Banjul pour dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance. Un mouvement d'une ampleur, il faut le dire, inédite depuis l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow en 2016-2017, à l'origine de la colère, un scandale autour de la vente des biens confisqués à l'ancien président Yahya Jammeh. Le slogan des manifestants était clair: Never again ou again, plus jamais ça, mais une question revient. Cette mobilisation marque-t-elle un tournant pour le régime de Barrow? Voilà toute la question que nous posons ce matin avec vous. Yahya Diallo, mais il faut rappeler que depuis le départ de Yahya Jammeh, là, à Gambie, était rentré d'abord dans une phase de transition. On a vu Barrow qui est revenu, qui a fait toutes les promesses du monde. Il devait changer ce système qualifié entre griffes d'autoritaire, profondément corrompu, ce qui est déjà important. Mais 7 ans plus tard, on constate quand même un climat qui se détériore et surtout un système de méfiance. Justement, un système de méfiance, il faut dire que c'est un désenchantement aussi pour les citoyens de la Gambie, et puisque pour qui connaît quand même Dijon, pour qui connaît, je vais dire, l'histoire politique du Gambie et surtout le règne de l'ancien président Yahya Jammeh. Yahya Jammeh qu'on a considéré comme étant le plus dictateur au monde, alors qu'en réalité, sous Jammeh, il faut le rappeler, c'est vrai qu'il y avait la restriction de
des droits des uns et des autres. Il y avait une dictature plus ou moins qu'on pouvait constater. Mais le minimum était là, il faut le dire, le minimum était là. Donc c'était une dictature progressiste. Voilà, on peut se poser sur un certain nombre de choses parce que la démocratie aussi... À la Paul Kagame peut-être. Oui, plus ou moins à la Paul Kagame. Parce que la Gambie c'est un petit État, mais quand même où il y avait quand même le minimum. Les citoyens ne souffraient pas d'un certain nombre de choses, ça il faut le rappeler. Maintenant, avec peut-être des implications que nous ne maîtrisons pas, des implications géopolitiques qu'on a vues, on a dû comprendre par là que Yaya certainement avait pu peut-être se buter avec certains et finalement ce qui a dû anticiper son départ. Alors c'est à l'occasion des élections. Lui-même, il avait dit que s'il perdait les élections, il était disposé à quitter le pouvoir. Sauf que après les élections, naturellement, il avait perdu les élections. C'était une quête qui est venue le prendre. Absolument, absolument. Et vous avez vu ce qui s'est tramé. Parce que je vais dire que Barrow n'allait pas être président si la CEDEAO, à travers le Sénégal, n'avait pas quand même appuyé sur la détente. Parce qu'il y avait les menaces, il y avait déjà une force qui était en cours de déploiement. Donc, ça veut dire que, voilà, donc il y a eu quelque part des efforts qui ont été fournis. Pourquoi tout cela? Pour qu'on en arrive là, la question reste posée aujourd'hui. Alors, finalement, et ironie de sorte que ce qui est à l'origine quand même de ces contestations-là, c'est le fait que les biens qu'on a considérés entre guillemets mal acquis de l'ancien président ont été très mal vendus. Donc, un scandale autour de la vente de ces biens qui, il faut le rappeler au début, il y avait une commission qu'on avait mis en place pour pouvoir répertorier tous les biens de l'ancien président. C'était de villas, c'était de l'argent en liquide, c'était de tracteurs, c'était même des bétails, puisque c'est quelqu'un, c'était un éleveur en partie, et d'autres, c'est champs aussi qui étaient là déjà. Donc, on a répertorié, finalement, il y avait plus de 200 millions de dollars qu'on avait pu mettre sur la place publique. Sauf que, après la vente, le montant qu'on avait présenté publiquement était dérisoire, pour ne pas dire très, très, très minime par rapport à ce qui devrait être le cas. Alors, les manifestants accusent quand même le gouvernement de Barrow d'avoir vendu les mêmes biens aux proches de ceux qui composaient la commission. Donc on peut même se poser la question, pourquoi pas même les membres de la même commission qui ont dû justement répertorier et d'y vouloir vendre au nom de la République, et pourquoi pas c'est l'approprier. C'est l'approprier tout simplement avec des méthodes peu orthodoxes. Donc finalement, les uns et les autres se sont mobilisés, et je crois que c'est le lien symbolique qui a dû quand même chercher à Yamé, qui avait servi de cadre. Les gens se sont retrouvés là pour pouvoir scander les slogans que nous avons vus. Avec le même slogan. Le même slogan qui a emporté Yaya Jammeh, aujourd'hui est scandé du côté de la Gambie, ce qui doit inquiéter, comme on l'a rappelé, je l'ai rappelé dans l'introduction, ce qui doit quand même inquiéter le régime Barrow, en tout cas, parce que dire en anglais « never again », plus jamais ça, c'est comme dire qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus, on ne peut plus revivre les erreurs du passé, c'est-à-dire le manque de transparence, le recyclage des élites politiques, la corruption à outrance, les promesses de rupture qui n'ont jamais été tenues. Voici entre autres quand même mots qui gangrènent le régime Barrow de ce côté, un régime qui était quand même, je l'ai rappelé, venu Yaya Diallo pour quand même essuyer les larmes des Gambiens. Justement. Malheureusement, plus de 7 ans après, ou 7 ans après son règne, ou 7 ans, depuis 7 ans, jusque-là, rien n'a changé, on s'enfonce un peu plus, et le président ne dit pas mot. Justement, et c'est cela aussi, ce silence assourdissant de Barrow. Il faut rappeler aussi, Barrow est venu accidentellement au pouvoir, puisque... Je vous le dis pourquoi, parce que tout simplement, ce n'était pas lui qui devrait être là. C'est-à-dire que c'est après qu'on a créé des ennuis judiciaires à celui qui devrait représenter la coalition de l'opposition à l'époque, que, voilà, donc, par le hasard, Barrow, c'était un homme d'affaires. C'est vrai qu'il faisait la politique, mais il n'était pas préparé, comme c'est fait le cas pour d'autres aussi qui sont arrivés au pouvoir, disons, par leur destin. Donc, lui aussi, ce n'était pas quelqu'un qui était moulé dans la politique gambienne. Donc, il est advenu au pouvoir par le fait, c'est un peu le cas de Diomaye Faye, mais sauf que Diomaye quand même était dans la politique. Il était dans la politique. Mais vous avez vu, voilà, donc la politique politicienne, il n'en a pas. Donc finalement, de l'autre côté, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
les manifestants disent quand même, rappellent un peu ce qui avait quand même les a poussés de chercher Yaya Jammeh. C'était la dictature, c'était la mauvaise gouvernance, c'était la défaillance d'un certain nombre de secteurs publics. Donc, finalement, ils disent regretter de revivre les mêmes faits. Et puis, avec Adama Barrow qui a bénéficié, il faut le rappeler aussi, de cette lutte populaire qui a coûté la vie à plusieurs milliers de Gambiens, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, c'est les mêmes mots qui reviennent, c'est-à-dire la corruption, le favoritisme, parce que c'est comme ça qu'on a rappelé les choses. Et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Que c'est au niveau du secteur du santé, vous savez, c'est des systèmes anglo-saxons. La santé, on ne joue pas avec la santé au niveau des pays anglophones. Donc, et tout récemment, il y a cette maladie d'Mpox qui est apparue de l'autre côté ici. Et cela coïncide avec des détournements de dernier public au niveau du secteur sanitaire. Donc, pour lesquels détournements, le président n'a pas pu justement appuyer sur le bouton qu'il faut pour pouvoir situer les responsabilités, éventuellement traduire les auteurs devant les tribunaux. Donc, ce qui a irrité la colère populaire, et finalement, on a vu ce qui s'est passé. Des milliers de gens se sont retrouvés au niveau de ce monument historique qui a justement servi de cadre pour pouvoir demander le départ de Yaya Jammeh. Donc c'est un désenchantement, à force de me répéter, ce qui se passe au niveau de la Gambie. C'est vrai qu'il tend vers son dernier mandat, mais il risque justement, si les choses continuent comme ça, que les uns et les autres fassent écourter son mandat, parce que tout simplement aujourd'hui, face à cette corruption galopante, face à l'inaction du pouvoir public, on constate déjà, disons, l'immobilisme d'un dirigeant qui ne dit pas mot et qui continue, disons, dans un silence absolument coupable. Silence coupable. Justement. Et même si, pas pour te couper, et même si aujourd'hui on ne peut pas peut-être comparer ce mouvement à celui qu'on a connu sous Yaya Jammeh, donc puisqu'on ne peut pas parler de révolution pour le moment, mais il faut dire quand même que c'est un mouvement qui reste quand même profondément et qui est profondément symbolique. Justement. Symbolique dans le cadre où, vous l'avez rappelé, Barrow tend vers ses dernières heures, hein, c'est bientôt la fin de son mandat. Justement. Et s'il a des ambitions politiques et qu'il veut revenir à la tête pour diriger, est-ce qu'il aura le feu vert avec tout ce qui arrive? Et tu l'as dit, à force de nous répéter, ce désenchantement ne va-t-il pas jouer sur son équilibre politique au sein même en Gambie? Voilà autant de questions. Parce que, comme on le dit en Afrique, l'Afrique c'est le dirigeant, mais c'est aussi son entourage. Son entourage, c'est son entourage. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, directement, le président, il n'est pas, lui, impliqué, mais la commission, c'est lui qui l'a créée. La commission était censée bien travailler. Du côté de la santé, si aujourd'hui le système de santé gambien a chuté, c'est tout simplement parce que les cadres qui ont été choisis par Barrow n'ont pas fait leur travail, n'ont pas accompli leur mission. Et c'est quand même de son devoir de les gommer, de les remplacer, ou de les traduire en justice. De les traduire en justice, ou quand même prendre la parole officiellement, publiquement, pour assurer les populations. Parce que c'est qu'il n'y a pas un sans deux, il n'y a pas deux sans trois. Absolument. Donc déjà, il y a une première mobilisation qui dit que la deuxième n'est pas en préparation, qui dit que ça va s'arrêter, que ça ne s'arrêtera qu'à cette première mobilisation. Il faut quand même craindre. Il le rappelait, ce qui a fait, c'est peut-être qu'en substance, c'est ce qu'il faut dire, hein, ce qui a fait... C'est-à-dire que ce qui a fait partir Yaya Jammeh, peut-être ne pourra pas laisser en place Adama Barrow. Et nous connaissons très bien l'enracinement du pouvoir de Jammeh à l'époque. Hein. C'était près de 20 ans de gouvernance. Donc, il avait tous les leviers. Et je crois que face à la colère populaire, on ne peut plus rien. Donc, je pense qu'il doit en tirer toutes les conséquences, éventuellement. Engager, disons, des poursuites judiciaires contre ces cas-là et mettre fin à la corruption. Parce qu'ils l'ont dit ici, au-delà de la vente qui a suscité plusieurs interrogations et entaché même de scandales financiers, il y a là une corruption qui devient de plus en plus endémique et contre laquelle, malheureusement, le président gambien n'en fait pas assez d'efforts pour pouvoir justement gigler cette corruption-là. Et donc, je crois que s'il continue de s'enfermer dans un tel silence comme ça, il risque d'être réveillé, disons, avec peut-être
un réveil brutal. Oui, justement, un réveil brutal. Peut-être il risque même de lui aussi d'être exilé comme le cas de son prédécesseur. Mais on ne le souhaite pas. Mais tout est-il qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même ahurissant qu'on nous dise que c'est autour de la vente des biens mal acquis de l'ancien président qui a été chassé du pouvoir parce qu'il voulait s'arc-bouter au pouvoir en dépit de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il a perdu les élections, finalement un autre a été élu, eh bien il dit qu'il ne quitte pas. Donc les uns et les autres se sont mobilisés, à leur risque et péril. Il y a eu assez de morts, et bien finalement quelqu'un vient, puisque c'est lui le bénéficiaire de cette lutte-là, et qu'on nous dise que la vente de ce bien-là a été entachée de corruption. Je pense que cela doit irriter la colère au-delà de Gambiens, mais de tout Africain, parce qu'on ne peut pas accepter de sacrifier quand même, disons, l'effort fourni, et voire même, disons, la perte de vie, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, et lui, il vient au pouvoir, et c'est les mêmes pratiques presque qui continuent, et qui vont, disons, crescendo, et je pense que là, il doit pouvoir se ressaisir, et pourquoi pas voir la situation en face, situer les responsables, parce que c'est ce que les manifestants exigent aujourd'hui. Il faut mettre fin à la corruption, il faut interpeller ces autorités au niveau du département de la santé, et éventuellement voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, parce que tout est-il qu'aujourd'hui, le constat est clair, le système sanitaire gambien est défaillant, et cela n'est pas anodin, ce n'est pas du hasard, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont bénéficié de la confiance du président Barrow n'ont pas pu jouer pleinement les rôles. Leur rôle et la corruption bat son plein. Merci Aya. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci aux équipes techniques, à la régie. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend si Dieu le veut bien, demain même fréquence, pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.